7h44, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Bayrou en direct de Pau. Bonjour Yves et bonjour François Bayrou en effet. Bonjour. Vous êtes le premier invité politique de cette année 2017. Merci à vous d'être en direct avec nous. Vous avez écouté sans doute le 31 décembre au soir à 20h les derniers vœux de François Hollande. François Bayrou, vous avez vu un président libéré, déjà ailleurs, ou un président jusqu'au bout, comme il l'a dit? Bon, c'était des vœux classiques. Surtout classique pour un président qui ne se représente pas et qui donc s'adresse pour la dernière fois en ce 31 décembre aux Français. Trop classique. C'était des vœux et c'était des vœux graves aussi, parce qu'il est vrai que la situation internationale et nationale n'est pas exactement ce qu'on souhaiterait pour une année facile et heureuse. Et donc, de ce point de vue-là, cette gravité était justifiée. Gravité justifiée, vous incitez sur classique. Trop classique pour effectivement une configuration politique très peu banale, c'est-à-dire un président qui renonce à se représenter? Bon, vous savez bien que tout le monde a en mémoire les derniers vœux de François Mitterrand avec cette phrase incroyable qui était, je crois, aux forces de l'esprit. Je ne vous quitterai pas. Il y avait une très grande émotion et quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Les vœux de François Hollande étaient plus classiques. On sent dans ce trop classique effectivement une certaine déception par rapport à ce que vous attendiez de lui. Mais il remonte dans les sondages, François Hollande. Les Français le regrettent finalement ou saluent sa sagesse d'abdication? D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille accorder aux sondages une attention trop soutenue parce que, comme vous savez, les sondages, ils ont beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Ça veut toujours dire quelque chose au moment où il se prononce. Moi, je n'ai jamais eu sur François Hollande les jugements agressifs, péjoratifs qu'on entendait. Simplement, j'ai été, comme beaucoup de Français, déçu qui n'exerce pas la plénitude de sa fonction, comme ça aurait dû être le cas, c'est-à-dire qu'il ressemble trop au premier secrétaire du PS et qu'il ne soit pas assez à la hauteur de l'histoire qui était pourtant en train de s'écrire et que notamment il refuse de changer des choses tout à fait essentielles pour la démocratie française. On va en parler, mais il a entre autres mis dans ses vœux mis en garde contre la dispersion à gauche qui pourrait faire éliminer son camp dès le premier tour. Il a raison de faire la leçon à ses amis? Je ne sais pas ce que la gauche veut dire aujourd'hui. Et vous non plus, vous ne le savez pas. Et aucun de ceux qui nous écoutent. Parce que la gauche a explosé, et elle a explosé sur le fond. Elle a explosé sur ce qu'on appelle l'idéologie, c'est-à-dire la vision du monde. Ce qu'on croyait être la ligne de conduite éternelle de la gauche. Aujourd'hui, on voit que cette ligne de conduite ne marche plus. Et que de ce point de vue-là, ça appelle une alternance et une reconstruction. Alors, je n'appartiens pas au camp de la gauche, donc c'est pas à moi de le dire, mais tout le monde voit bien que on a besoin d'une alternance pour que chacun tire les leçons de ce qui s'est passé et qu'on ait un pouvoir nouveau en France. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que la dispersion des candidatures est un poison en politique. C'est vrai, non, François Bayrou? Ça dépend. La seule question qui se pose, c'est est-ce que vos idées sont défendues dans une échéance aussi importante que celle-là ? Tout le monde parle des élections présidentielles comme s'il s'agissait de paris sportifs, mais c'est pas ça la question. Un peuple doit choisir le destin qui va le mener aux défis, à relever les défis les plus importants. Et la seule question qui se pose, c'est est-ce qu'il prend le bon chemin ? Et c'est sur le chemin, sur la direction qu'on va prendre. Alors justement, François Hollande s'en est pris aussi à François Fillon, accusé de vouloir brutaliser la société. Vous qui avez dit que son programme était récessif, dangereux et j'en passe, vous êtes d'accord avec lui ? En tout cas, j'ai un débat avec François Fillon, tout le monde le voit bien. Et ce débat, ce n'est pas le mien, ce n'est pas un débat personnel, c'est un débat que beaucoup de Français, c'est une interrogation que beaucoup de Français se posent aujourd'hui. Beaucoup de Français, beaucoup de responsables politiques. Mais pourtant, vous auriez, selon le Canard enchaîné, conclu un pacte secret avec François Fillon. Vous vous seriez engagé à le rallier, j'explique pour les auditeurs, à le rallier contre des circonscriptions pour le MoDem. Ce suspense que vous entretenez, c'est du cinéma, François Bayrou ? Est-ce que je peux répondre en une phrase la plus courte possible ? Sur ce pacte secret ? Tout cela, c'est de l'intox.
C'est-à-dire que, évidemment, ce sont des manipulations d'opinion. Qui manipule ? Ça, je n'en sais rien, mais sûrement pas des gens qui veulent du bien aux uns et aux autres. Mais c'est très simple. Il y a au moins 2 personnes qui savent que tout ceci est complètement faux, fallacieux, intégralement bidon, comme on dit. C'est François Fillon et c'est moi. Ouais. Parce que nous n'avons évidemment jamais eu l'idée de négocier des pactes secrets. Je ne pratique pas ce genre de manœuvre. Quand je pense quelque chose, je le dis. Quand je fais un choix, ce choix est ouvert. Et je ne manœuvre pas dans des couloirs secrets. Je suis un responsable politique devant les Français. Alors, puisque vous êtes transparent, et pas dans la ruse. Vous avez eu des contacts avec François Fillon depuis votre déjeuner début décembre ? Non. Aucun, même pas téléphonique, rien ? D'abord, vous dites déjeuner début décembre. Nous n'avons pas déjeuné ensemble. Nous nous sommes vus. Et j'ai rencontré un certain nombre de ses proches. Mais non, je n'ai pas eu de contact avec lui. Votre souhait, outre de défendre l'intérêt de la France, et on va le voir dans quelques instants comment, c'est bien de constituer un groupe centriste à l'Assemblée nationale, à l'occasion des législatives du mois de juin. Ce n'est même pas une question de groupe, de circonscription. Ce n'est même pas sous cette forme que je vois les choses. La France a besoin de centre. Vous voyez bien que l'offre politique que nous avons aujourd'hui, elle n'est pas satisfaisante. Un grand journaliste politique écrivait récemment que entre 25 et 30% des Français étaient absolument insatisfaits, n'arrivaient pas à trouver leur chemin. Et donc, ce qu'il faut, c'est en effet la constitution, la construction ou la reconstruction d'un centre digne de ce nom en France. Et ce centre doit avoir 2 caractéristiques. La première, il doit être uni. Et la deuxième, il doit être indépendant. Il doit être capable de se prononcer par lui-même, au lieu de toujours avoir à se précipiter pour être l'allié ou la roue de secours de quelqu'un d'autre. Et cette volonté d'indépendance, c'est une volonté qui est absolument majeure pour la démocratie française, donc, pour le pluralisme français. Vous voulez constituer cette force. Toujours selon le Canard enchaîné, François Fillon préférait que vous soyez candidat au premier tour pour juguler justement les centristes de droite tentés par Macron. Ça se tient, vous avez des intérêts communs sur ce sujet. Je vous ai dit que tout cela était de l'intox et ne m'obligez pas à le répéter. Mais s'il y avait un pacte, vous ne le diriez pas. Macron, vous l'aviez... Non. Elisabeth Martichoux, arrêtons-nous une seconde. Quand je dis qu'il n'y a rien de ce type de manœuvre, que je n'ai pas cela en tête et que je n'y participe pas, je vous dis aussi ouvertement que possible la vérité. Et donc, je vous encourage à ne pas dire s'il y avait un pacte, vous ne nous en parleriez pas. Parce qu'il n'y aura jamais, avec moi, de manœuvre de cet ordre. Vous savez bien que j'ai pris suffisamment de risques dans la vie politique française pour ne pas avoir à faire la preuve que je déteste la duplicité. C'est noté. Emmanuel Macron, vous l'aviez affublé du surnom peu aimable de hologramme. Hologramme, c'est-à-dire une image. Elle résiste un peu, non, cette image ? Elle prend de l'épaisseur quand même, non ? Nous verrons. Pour l'instant, je n'ai aucune idée du programme ou de la direction que Emmanuel Macron défend. Je vois bien une présentation médiatique flatteuse, mais je ne vois pas la réalité et le fond. Il vous impressionne toujours pas. Et donc c'est toujours pas un phénomène pour vous. Nous allons voir dans les semaines qui viennent de quelle manière le paysage politique, qui pour l'instant n'est pas fixé pour l'élection présidentielle, et c'est le moins que l'on puisse dire, on a l'impression que l'univers des surprises n'est pas achevé. On va voir comment tout cela évolue. Ça demande à mûrir. Vous avez terminé votre livre-programme pendant ces vacances de Noël ? Oui. Oui, il paraît quand ? Dernier jour de janvier. Dernier jour de janvier. Après la primaire de la gauche. Et vous serez prononcé avant ? Eh bien non, on va précisément attendre d'avoir exposé ces idées-là. C'est dans la première moitié du mois de février que les choses prendront le tour définitif. Alors vous disiez programme qui vous interroge encore, celui de François Fillon. Est-ce qu'il y a une idée qui permettrait justement aux candidats élus les Républicains on va dire de mettre plus de solidarité, puisque c'est un mot que vous avez utilisé dans vos vœux au 31 décembre, dans son programme aux Français ? Si vous voulez bien, je vais essayer de proposer des idées, non pas pour les autres, mais pour moi. Parce que le rôle que je veux jouer précisément dans cette période, c'est d'apporter des idées dans le débat politique. Il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. On a l'impression très souvent que ce sont des idées qu'on a déjà entendues il y a longtemps. Y compris la primaire à gauche, il n'y a pas assez d'idées à votre avis ?
Oui, Oui. c'est ce qui vous frappe aussi, non, me semble-t-il. Ah bah, c'est pas moi qui réponds. Quand j'entends les commentaires, et donc pour moi, oui, je veux apporter des idées nouvelles et je vais en proposer une. C'est que la formation, l'effort de formation, le devoir de formation que nous avons à l'égard des jeunes Français, ça ne s'arrête pas à l'école. Parce que beaucoup de jeunes sortent non diplômés et beaucoup qui ont des diplômes n'ont pas non plus, parce qu'ils n'ont pas les relations familiales ou autres, l'ouverture à l'égard du travail. Et donc moi je propose qu'on crée un droit nouveau qui est le droit à la première expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'on se charge, la puissance publique, Pôle emploi par exemple, qu'on se charge de proposer à tous les jeunes, quand ils sortent de formation, un semestre d'expérience professionnelle, salariée. C'est-à-dire que c'est l'État qui prend en charge ou... C'est l'État qui aide à trouver cette première expérience professionnelle et qui, grâce aux énormes crédits de la formation dont on sait, vous savez bien, c'est... Donc c'est financé par les 50 milliards de la formation. Oui, c'est plusieurs dizaines de milliards, sans qu'on arrive parfaitement à faire le point, comme vous savez, sur ce sujet. Et donc, qu'on puisse offrir à tous les jeunes de leur mettre le pied à l'étrier. Vous savez bien, quand ils veulent... Donc c'est un droit, comme on dit maintenant, un peu universel pour tous les jeunes qui sortent de formation. Ce serait un droit pour tous les jeunes qui sortent de formation, qu'ils soient diplômés ou qu'ils ne le soient pas, d'avoir une première expérience professionnelle salariée. De manière que quand ils ont ensuite à présenter leur CV, la première ligne du CV est écrite. Et je suis certain que ça peut changer le climat et le moral du pays et de cette génération, parce que le principal problème, on le disait à l'instant sur votre antenne, c'est que y a une question de morale pour le pays. Oui. Même si le moral remonte se Mais donc redresse. c'est l'assurance pour tous les jeunes d'avoir un job de 6 mois, un CDD, qui sera entièrement pris en charge par l'État. J'ai pas dit entièrement, parce qu'il faut que l'entreprise y participe aussi. Il n'y a pas de raison que l'État soit ainsi un pourvoyeur. Mais l'État complétera de manière que la charge pour l'entreprise ne soit pas trop importante et que ce soit une vraie première expérience professionnelle. Donc c'est votre idée, dans votre livre-programme qui va apparaître fin janvier. C'est une des idées. Ouais. Si on retrouvait celle-là et d'autres dans le programme de François Fillon, ça vous satisferait? Mais je ne suis pas en train de marchander là. Je suis en train de faire vivre le débat national que nous devons avoir et dans lequel chacun doit apporter ses idées et sa vision. Et c'est après qu'on regarde de quelle manière le paysage se présente. La seule question, je le répète, c'est de savoir si les idées que vous portez, elles sont défendues dans le débat présidentiel. Si elles ne le sont pas, vous avez le devoir de les faire entendre. Sur une échelle de 1 à 10, votre détermination aujourd'hui à être candidat, elle est de... Franchement, je n'ai aucune possibilité de répondre à cette question parce que si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui rusent. Je n'appartiens pas au nombre de ceux qui rusent. Je dis les choses comme elles sont, aussi directement que je le peux et que je vous parle. En direct de la mairie de Pau. Merci à vous, bonne journée. Merci à vous. François Bayrou qui vient de proposer un droit universel de formation au premier emploi, premier job de 6 mois sur l'antenne d'RTL. Et concernant le pacte secret qui l'unirait à François Fillon, tout cela est bidon, faux, fallacieux, c'est de l'intox, nous a dit notamment le président du Modem. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.